Mathieu, Nelson, qui vont nous faire un retour d'expérience sur Kafka après 5 ans d'utilisation, c'est ça? Ok, bon. Et bah, je te rends ton micro. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus voir notre présentation. Alors, on va vous présenter 5 ans de bien et de moins bien avec Kafka. Alors, ça va être une rétrospective sur l'utilisation de Kafka chez Miracle. On va vous expliquer tout d'abord les différentes problématiques qu'on a rencontrées pendant le développement et comment on y a répondu en différentes itérations. Ensuite, on va voir quelques anti-patterns dans l'utilisation de Kafka. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de partir en prod. Donc, je suis Mathieu Mouminou, principal architecte, et ça fait 10 ans que je travaille chez Miracle. Je vais présenter avec Nelson. Et moi, du coup, Nelson Dionisi, ça fait 9 ans que je bosse chez Miracle et je suis engineering director là-bas. Ok, Miracle, on est un éditeur logiciel français en SaaS. Et on permet en fait à nos clients, qui sont des e-commerçants, de transformer leur site e-commerce en marketplace grâce à nos solutions. Par exemple, si vous commandez un produit sur la marketplace de darty.fr, un produit marketplace, la commande elle arrive dans notre système et en fait un vendeur partenaire va traiter cette commande. Voilà, pour faire simple. Aujourd'hui dans la compagnie on est 800 et la partie R&D est composée de 300 personnes qui sont exclusivement francophones. Donc on a choisi d'utiliser Kafka en 2016, c'était pour procéder à un gros changement d'architecture. Alors à l'époque, en fait, on avait une architecture monolithique monotenante. Ça veut dire qu'on déployait une application dédiée et une base de données par client ou par tenant. Et en fait, on a switché vers une architecture multi-tenant en microservices. Donc en fait, on a découpé nos microservices en domaines. Un microservice représente un domaine fonctionnel et chaque microservice est une application ou un ensemble d'applications développées en Java. Et chaque application possède sa propre base de données. C'est quelque chose d'assez classique. Et du coup, on a choisi Kafka pour la communication entre ces microservices. Ça, c'était pour remettre du contexte sur pourquoi on a utilisé Kafka et vous allez mieux comprendre ce qu'on a fait par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Nelson qui va vous expliquer les différentes itérations qu'on a fait, les différents problèmes qu'on a rencontrés pendant le développement. Merci Mathieu. Je vais commencer par juste refaire un petit tour d'horizon de comment fonctionne Kafka. Le but, c'est pas de passer 50 minutes à vous expliquer le fonctionnement de Kafka, mais juste qu'on ait les mêmes bases pour la suite de la presse. Donc en fait, Kafka, on a essayé de tout mettre sur une slide. Il y a trois grosses briques. Il y a ce qu'on va appeler le cluster Kafka, que j'ai représenté au milieu sur la slide, qui est composé de topics. Je vais revenir dessus juste après. Il y a les producers d'un côté et les consommateurs de l'autre, les consumers. Les topics, c'est les tuyaux dans lesquels on va envoyer les messages, globalement, avec Kafka. Là, il y en a 2 dans mon exemple. Les producers, c'est ceux qui vont produire les messages, et les consumers, c'est ceux qui vont consommer les messages. Donc en gros, mon producer, par exemple, si je prends le premier, il va produire un message, et il va envoyer ce message-là dans un des topics Kafka. Donc là, le premier topic Kafka, le message part dedans. Il va potentiellement en envoyer d'autres. Il peut envoyer autant de messages qu'il veut au sein d'un même topic. Et il va potentiellement encore en envoyer un, toujours dans le même topic. Là, dans mon exemple, c'est toujours dans le même topic, mais vous voyez qu'il n'est pas au même endroit. Et en fait, c'est la notion de partition qui est illustrée ici. C'est-à-dire que les topics Kafka, ils sont découpés en partitions. Et on va voir juste après que les partitions, ça va nous servir à scaler horizontalement quand on va consommer les messages. Mais ça reste le même topic. À côté de ça, mon producer, il peut aussi aller produire dans d'autres topics Kafka. Il n'y a pas de restriction, en fait. Il peut publier dans les topics Kafka qui l'intéressent. Mes autres producers, c'est le même principe. Ils peuvent se connecter à n'importe quel topic Kafka et aller envoyer des messages dedans, potentiellement dans les mêmes partitions que d'autres producers, ou dans d'autres partitions, ou dans d'autres topics Kafka. De l'autre côté, j'ai mes consommateurs. Donc une fois que mes messages ils ont été publiés, j'ai mes consommateurs qui vont s'abonner à des topics Kafka. Donc typiquement, mon premier consommateur s'abonne au premier topic Kafka, et qui vont aller consommer les messages dans le topic. Ce qui se passe en fait, c'est que chaque consommateur, quand il va commencer à regarder les messages qui sont dans le topic Kafka, il ne va pas sortir le message du topic, il va en fait lui avoir une notion d'offset. Il va savoir où il en est dans la lecture du topic. Là, par exemple, mon consommateur 1, il a un offset de 1 parce qu'il est sur le premier message. Et quand il va passer à la lecture du message suivant, l'offset va s'incrémenter. Il va passer à l'offset de 2, il va passer à l'offset de 3. Et il va dépiler comme ça tous les messages qui sont dans la partition à laquelle il est affecté dans le topic. À côté de ça, j'ai potentiellement un deuxième consommateur qui va aller dépiler le même topic.
il dépile le même topic mais une partition différente. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a le même principe. Il maintient un offset pour cette partition-là. Il sait qu'il a l'offset de 1 et il sait qu'il est en train de lire le premier message. Et potentiellement, ça va passer au suivant, au suivant, au suivant. En fait, ce qu'on voit là, c'est que j'ai 2 consommateurs qui dépilent le même topic et ça permet de paralléliser. C'est-à-dire que si j'avais 10 partitions, je pourrais potentiellement avoir 10 consommateurs qui vont dépiler ce topic-là en parallèle et qui vont chacun se répartir les messages. Ça, en fait, c'est le concept qu'on appelle de consumer group. C'est un groupe de consommateurs qui sont regroupés de manière logique entre eux pour se partager le boulot et qui écoutent les mêmes topics et qui juste parallélisent la lecture et la consommation des messages. À côté de ça, potentiellement, j'ai un 3e consommateur qui, lui, va aussi s'abonner à ce topic-là et qui va pouvoir lire les mêmes messages que mes consommateurs précédents. Ça, en fait, il va le faire de la même façon, c'est-à-dire qu'il va maintenir son propre offset pour une partition donnée. Là, il a un offset de 2 sur cette partition-là, donc il est en train de lire le 2e message. Et on voit que c'est la même partition que le consommateur 1, c'est juste que chacun va lire le message. Donc là, on n'est pas en train de paralléliser la lecture, on est juste en train de faire 2 traitements différents pour un même message. Et ça, c'est aussi géré avec la notion de consommateur groupe, c'est-à-dire que lui est dans un consommateur groupe différent. Du coup, en fait, il est en train de juste faire un autre boulot complètement différent. Donc en gros, vous avez vos producers qui vont produire des messages dans des topics, dans certaines partitions. À l'autre bout, vous avez vos consommateurs qui vont aller se répartir le boulot pour aller chercher les messages. Et ces consommateurs-là, ils sont regroupés dans des consommateurs groupes qui soit leur permettent de se partager le boulot et de paralléliser, soit leur permettent de faire 2 traitements différents en lisant les mêmes messages. C'est les seuls grands principes qu'on a besoin de connaître pour la suite de la presse. Après, il y aura de quoi faire 50 minutes pour expliquer les fonctionnements internes de Kafka, mais déjà avec ça, on a les bases. Alors, à quoi ça ressemble chez nous? Je vais essayer de vous expliquer un peu par quoi on est passé. On a un peu évolué dans la façon qu'on avait d'architecturer, la façon qu'on allait faire du Kafka. On a pas mal évolué de manière itérative. On a fait des erreurs au début. On a des trucs qui marchaient bien qu'on a repris et des trucs qui marchaient moins bien. On a essayé d'améliorer ça au fur et à mesure. Et je vais essayer de vous retracer un peu tout ça, comment ça s'est passé chez nous et pourquoi on a fait ces choix-là. Pour vous expliquer ça, je vais avoir à peu près le même schéma tout le temps. J'ai 2 microservices, un microservice commande et un microservice catalogue. Le microservice commande, il joue le rôle de producer dans mon exemple, donc c'est lui qui va produire les messages. Le microservice catalogue, il joue le rôle de consommateur, donc c'est lui qui va consommer les messages qui ont été envoyés. Et en bas, vous voyez les topics Kafka, le cluster Kafka avec les topics dedans. Et ça, c'est la première itération qu'on a faite, c'est la première version qu'on a sortie. On l'a appelé topic fourre-tout monotenant. On l'a appelé comme ça après, a posteriori, parce qu'à la base, ça nous paraissait pas mal. Le principe, c'est qu'en fait, on avait, vous le voyez, il y a 2 topics dans mon exemple. On avait en fait un topic par client. Donc à chaque fois qu'on avait un nouveau client sur notre application, c'était un topic dédié. Donc ce qui se passait, c'est que notre producer, notre microservice, il allait produire des messages, potentiellement pour le premier client. C'est les messages que j'ai représentés en bleu. Quand il produisait un message, en fait, il allait regarder pour quel client il produisait ce message et il allait l'envoyer directement dans le topic dédié au client. Donc peu importe le message, pour le client 1, ça parle dans le topic client 1. Quand c'est un message pour le client, quand c'est un message pour le client 1, il est consommé par le consommateur à l'autre bout directement parce que le consommateur s'abonne à ce topic-là. Donc le consommateur lit le message, il le consomme, donc il fait le traitement qu'il a à faire dessus, et il va passer au suivant quand il y aura un suivant qui arrivera. Quand c'est pour le client 2, exactement le même principe, sauf que cette fois, on va les publier dans le topic client 2, parce que c'est des topics dédiés par client. Et à l'autre bout, mon consommateur va consommer le message en faisant ce qu'il faut pour le client 2. Ça, c'est l'archi initiale avec laquelle on est parti. C'était simple à mettre en place, et on s'est dit que c'était pas mal dans un premier temps. On a vite vu qu'il y avait des avantages et qu'il y avait des inconvénients à ça, et surtout beaucoup d'inconvénients. Premier avantage, et c'est à peu près le seul, c'est qu'on n'a pas de dépendance entre nos clients. C'est-à-dire qu'on a notre topic pour le client 1 et notre topic pour le client 2, ce qui fait que s'il y a un problème avec le premier topic, ça n'impacte pas le client 2. Il n'y a vraiment que le client 1 qui est impacté, du coup pas de dépendance entre les clients. On verra juste après que c'est un avantage qui est quand même pas négligeable. Par contre, en termes d'inconvénients, le premier qu'on a eu, c'est que ça faisait beaucoup de topics. En fait, à chaque fois qu'on avait un nouveau client, c'était un nouveau topic. Et on avait à l'époque à peu près 300 clients, ce qui fait qu'on s'est retrouvé déjà de base avec 300 topics. Et à l'époque où on l'a fait, Kafka n'était pas très bon à gérer énormément de topics. Ça s'est beaucoup amélioré depuis, mais à l'époque, c'était il y a 5 ans, c'était pas très viable d'avoir 300 topics en prod. Donc déjà, ça a été le premier point bloquant qu'on a eu. Le deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau client, du coup, il fallait créer un nouveau topic. Ça faisait faire une action d'infrastructure sur le cluster Kafka. Et c'est jamais un très bon pattern de devoir faire évoluer l'infrastructure à chaque fois qu'on a un nouveau client. On s'en a vite vu que ça n'allait pas être super scalable. Et dès qu'on avait un client à supprimer, pareil, il fallait faire le ménage dans le cluster Kafka. C'était pas terrible. J'ai appelé ça topic fourre-tout, parce qu'en fait, c'est des topics dans lesquels on envoyait absolument tous les messages pour un client donné.
Et ça peut être des messages complètement différents. Ça peut être des messages parce qu'on a une commande qui a été prise et qu'on veut notifier qu'il y a une nouvelle commande. Ça peut aussi être des messages parce qu'un vendeur a fermé et qu'il va falloir supprimer toutes ses offres. Ça peut être des messages de nature complètement différente. Et en fait, ça pose pas mal de problèmes. Le premier, c'est que potentiellement, un message qui est lent à traiter, il va ralentir tous les messages qui sont courts à traiter. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sur mes schémas Kafka tout à l'heure, en fait, il y avait une notion de conservation de l'ordre. C'est-à-dire que les messages sont consommés dans l'ordre dans lequel ils sont envoyés dans le topic pour une partition donnée. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer au message suivant tant qu'on n'a pas traité le message précédent. Donc si on a un message qui est super lent à traiter, bah, les messages derrière, ils vont attendre que le message lent à traiter soit traité. Donc potentiellement, un message lent, il va ralentir des messages beaucoup plus courts à traiter. Deuxième souci, c'est que ça complique un peu le monitoring. Parce qu'en fait, quand vous avez un ralentissement sur un topic, vous savez pour quel client c'est déjà pas mal. Par contre, pour savoir quelle brique applicative pose problème, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que toutes les briques applicatives, bah, elles poussent dans le même topic. Et enfin, c'est difficile de spécialiser les consommateurs. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez certains messages qui vont nécessiter beaucoup de RAM et peu de CPU, par exemple. D'autres messages qui vont nécessiter peu de RAM et beaucoup de CPU. Et en fait, bah, vous êtes obligé d'avoir un consommateur qui a beaucoup de RAM et beaucoup de CPU, parce que vous traitez absolument tous les messages. Donc globalement, ne pas spécialiser les messages dans les topics, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Du coup, on a fait évoluer un peu tout ça. Et on est arrivé à une archi qui ressemble un peu sur le papier, mais il y a une grosse différence directement au niveau des topics Kafka. En fait, là, on a des topics qui sont multi-tenant et qui sont fonctionnels. Multi-tenant, c'est-à-dire que tous les messages de tous les clients vont partir dans le même topic. Enfin, les messages de tous les clients vont partir dans le même topic, mais par contre fonctionnels, parce qu'on va découper les topics par vraiment briques fonctionnelles et par besoin métier. Donc en fait, quand mon producer, il va produire un message, il va regarder dans quel topic il doit le mettre. Là, j'ai deux topics. J'ai un topic qui s'appelle Inventory Update, donc c'est tout ce qui va être mise à jour de stock. Et j'ai un topic qui s'appelle Order Cancellation, c'est tout ce qui va être annulation de commande. Et en fait, quand mon microservice il va produire un message, par exemple pour le client 1, un message bleu, il va l'envoyer dans le topic associé. Donc là, c'est un message de mise à jour de stock, il l'envoie dans le topic de mise à jour de stock. Potentiellement, j'ai un autre message similaire, mais pour un autre client, bah, il va partir dans le même topic. Et potentiellement, mon microservice va produire d'autres types de messages, d'annulation de commande par exemple, et il va les envoyer dans le topic dédié. Donc celui Order Cancellation pour le client 2, pour le client 1, tout part directement dans le topic métier associé. Donc là, je suis dans une situation où tous les messages de mes clients sont mélangés au sein d'un topic. Par contre, c'est que des messages qui sont de la même typologie et qui vont déclencher plus ou moins les mêmes actions derrière. Côté consommateur, ce qu'on voit, c'est que j'ai deux consommateurs dédiés, là dans mon exemple. Donc en fait, je me retrouve avec des consommateurs métiers, qui ne sont plus des consommateurs à tout faire, mais qui sont des consommateurs vraiment spécialisés. Donc j'ai le consommateur Inventory Update qui écoute le topic correspondant, et le consommateur Order Cancellation qui écoute aussi le topic correspondant. Du coup, mon consommateur, quand il consomme, il prend les messages qui sont dans son topic, et il les dépile au fur et à mesure. Donc il prend le premier, il prend le deuxième, il les dépile, et il a cette intelligence d'aller traiter les messages de tous les clients. Pareil pour l'autre topic, Order Cancellation, c'est un consommateur dédié qui va aller les dépiler au fur et à mesure. Ça marche pas mal. Par contre, on s'est vite rendu compte d'un problème, et pour le coup, on s'en est rendu compte avant de le livrer, avant de partir en prod. Pour vous l'expliquer, on va se concentrer un peu sur la partie consommateur. En fait, si on regarde un peu ce qui se passe côté consommateur, on a un moment où on a nos messages qui sont dans le topic Kafka, les messages du client 1, les messages du client 2. Et quand on essaie de les consommer, ce qui se passe, c'est qu'on les prend dans l'ordre. Donc on prend le premier message, qui est un message du premier client. Et ce qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là, je n'arrive pas à consommer ce message. Potentiellement, la base de données n'est pas accessible, j'ai un problème qui fait que je ne peux pas consommer ce message. Et le problème qu'on a là, c'est que, on l'a vu, les messages sont traités dans l'ordre, et on ne peut pas passer au message suivant tant qu'on n'a pas traité le message précédent. Quand on a les messages que d'un seul client dans le topic, c'est pas trop un souci. À la limite, on bloque le client parce qu'il y a un problème avec ce client, c'est pas trop un problème. Là, le problème, c'est que dans votre topic, vous avez aussi des messages qui appartiennent à d'autres clients. Donc là, le client que j'ai représenté en jaune, il est bloqué parce que le message bleu, on n'arrive pas à le consommer. Et potentiellement, dans votre topic, en vrai, ça ressemble plus à ça. Vous avez d'autres messages, vous avez d'autres clients, et en fait, vous avez un topic qui est plein et que vous ne pouvez pas dépiler. Ce qui veut dire qu'en fait, votre client, il est en train de bloquer tous les autres clients. Et ça, pour nous, c'est vraiment pas un truc qui était acceptable, parce qu'on avait déjà à peu près 300 clients à l'époque, et c'est compliqué de bloquer 299 clients pour un client. Du coup, on a regardé un peu ce qui se faisait, comment on pouvait faire pour bypasser un peu ce problème. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit la notion de dead letter. En fait, on a créé un topic qui s'appelle le topic dead letter.
et c'est un topic dans lequel on va envoyer tous les messages qu'on n'arrive pas à consommer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre consommateur, quand il bloque sur un message, il va aller le publier dans le topic deadletter. L'avantage de ça, c'est qu'au moins, dans mon topic inventory update, je débloque la situation et mes messages vont pouvoir être traités au fur et à mesure et je vais pouvoir reprendre la consommation des messages des autres clients pour pouvoir les traiter sans être bloquant. Par contre, ça règle pas le problème qu'on a toujours notre message bleu qu'on n'arrive pas à consommer et qui est bloqué dans le topic deadletter. Donc en fait, la suite de ça, c'est qu'on a développé un petit consommateur. Oui, pardon, je n'ai pas précisé. On a un topic deadletter pour toutes nos applications. C'est-à-dire qu'on n'a pas un topic par application ou par consumer. On a vraiment un topic dans lequel tous les consommateurs peuvent publier les messages dans la deadletter. Et à l'autre bout, en fait, on a une application qu'on a appelée le Deadletter Manager qui en fait va consommer les messages qui sont dans le topic deadletter. Donc il va prendre les messages qui sont dans le topic deadletter et à intervalles réguliers, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les republier dans le topic d'origine. Donc en l'occurrence, c'est le topic inventory update. Donc il va les republier le message directement dans le topic inventory update pour qu'il soit reconsommé plus tard et pour qu'on fasse un retry dessus. Ça marche bien. Ça a l'avantage de faire que on peut mettre de la logique en fait dans le Deadletter Manager. C'est-à-dire que nous, on a toute une logique de retry qui va faire des retries intelligents. Donc il a un nombre maximum de retry, il a une politique de retry où il va attendre 1 seconde avant d'envoyer le message, après si ça revient, il va attendre 10 secondes, etc. Et il va finir au bout d'un moment par arrêter de retry si jamais on n'arrive toujours pas à consommer le message. Donc en fait, le message va refaire quelques boucles comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive à le consommer. Et si vraiment on n'arrive pas à le consommer, au bout d'un moment, on se dit que le problème, c'est pas une base de données qui n'est pas accessible ou un problème transitoire, on se dit qu'il y a un vrai problème de fond. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a rajouté un topic qui s'appelle le topic zombie. Et dans celui-là, on met tous les messages dont on ne sait pas quoi faire. En gros, tous les messages qu'on n'arrive pas à consommer. On se dit qu'il va falloir que quelqu'un intervienne et regarde vraiment ce qui se passe, que ça ne va pas pouvoir être géré de manière automatique. Et du coup, ça part dans le topic zombie. Et on a de l'alerting là-dessus. Et on a quelqu'un qui va regarder du coup en interne quel est le vrai problème avec ce message et pourquoi on n'arrive pas à le consommer. Donc topic deadletter, c'est géré de manière automatique. Le topic zombie, c'est vraiment quand on ne sait plus quoi faire, on le met dedans. Et là, on va regarder vraiment ce qui se passe. Ça fonctionne bien. On l'a mis en place. On était assez satisfait de la solution. On a regardé un peu, on a refait un peu le bilan. Le fait d'avoir des topics multi-tenant, déjà on a vu que c'était beaucoup plus scalable parce qu'on n'est pas dépendant de notre nombre de clients en fait. À chaque fois qu'on a un nouveau client, on n'a rien à faire, c'est complètement gratuit, on envoie dans les mêmes topics. Donc on n'a pas un nouveau topic à créer, on n'a pas des nouveaux consommateurs à créer, enfin tout marche de manière assez smooth, c'est assez scalable. Par contre, le gros inconvénient qu'on a vu, c'est que forcément, un tenant, il impacte potentiellement les autres tenants, vu que tout le monde est dans le même topic. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la deadletter, c'est pour mitiger un peu tout ce problème. Autre avantage, c'est le fait d'avoir des topics fonctionnels. Honnêtement, on a vu peu d'inconvénients à ça. Le fait d'avoir vraiment séparé les responsabilités et d'avoir des topics dédiés par bloc fonctionnel, ça nous a permis déjà d'avoir des messages qui sont, comme c'est des messages qui sont à peu près les mêmes, c'est des messages qui sont assez similaires en temps de traitement. Mathieu va revenir après dessus pour vous expliquer pourquoi c'est important, mais c'est une propriété assez importante en Kafka d'avoir des messages qui sont prédictifs et qu'on sache combien de temps à peu près on va mettre à les traiter. Et ça simplifie aussi vachement le debugging et le monitoring de tout ça. Parce que quand on a un problème, par exemple sur le topic Inventory Update, on sait que le problème il se situe au niveau des briques fonctionnelles qui vont mettre à jour le stock. Donc on va regarder directement les producers qui vont produire ce genre de message, on va regarder directement les consommateurs, directement le bon topic, plutôt que d'aller essayer de trouver quel est le message exactement, la brique fonctionnelle qui pose problème. Là, ça simplifie vachement les choses. La deadletter, on l'a vu aussi, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas bloquant et on n'a pas de perte de message. Pour le coup, c'est assez intéressant. Par contre, il y a un gros inconvénient à ça, dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, ça casse un peu toute la notion d'ordre quand vous consommez vos messages. Vous l'avez vu, quand on renvoie les messages depuis la deadletter dans les topics d'origine, en fait, ils arrivent en dernier dans le topic d'origine. Ce qui fait qu'il y a des messages plus récents qui vont être traités avant celui-là. Du coup, on n'a plus de notion d'ordre, en fait, vraiment dans le topic, à partir du moment où on a un message qui arrive dans la deadletter. Et ça peut être problématique suivant les cas. Nous, on a des cas où on se fiche un peu de l'ordre, donc en fait, c'est pas un problème. Et on a des cas où l'ordre est important. Par exemple, on a des cas où quand une offre est mise à jour, on envoie toute la nouvelle version de l'offre dans Kafka pour que ça puisse être dénormalisé à d'autres endroits. Potentiellement, si on consomme un message plus ancien après un message plus récent, on ne va pas avoir la dernière version de l'offre qui va être stockée. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, en fait, c'est que dans le message Kafka, on envoie la date de dernière mise à jour, on la stocke en base de données côté consommation, et si on voit que le message qu'on a reçu est un message plus ancien qu'un message plus récent qu'on a déjà traité, on va juste l'ignorer.
Il y a des cas qui peuvent être un peu plus compliqués, où vous n'avez pas toutes les infos qu'il vous faut dans le message, et vous ne pouvez pas juste écraser la donnée et ignorer un message. Dans ces cas-là, il va falloir trouver un peu des workarounds. Il va falloir aller chaîner les messages, que vous sachiez dans un message donné quel est le message précédent que vous devez avoir reçu, quel est le message suivant que vous allez recevoir, et un peu rerouter les messages dans un dead letter si vous recevez un message trop tôt, pour que les messages qui sont dans les dead letters soient reconsommés avant votre message que vous venez de recevoir. Ça complique vraiment un peu les choses là-dessus. Donc c'est comme d'habitude, en fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients, ça dépend vraiment des trade-offs que vous êtes prêts à faire. On a fait un peu le bilan, pour le coup on était assez satisfait de cette solution-là, on s'est dit que c'était scalable, et on a envoyé ça en production. Tout s'est bien passé pendant un moment, et on est arrivé à un moment où on a eu un petit problème. Pour vous l'expliquer, j'ai essayé de simplifier un peu le schéma. Donc j'ai repris un seul topic qui s'appelle le topic business. Donc ça peut être n'importe quel topic, ça peut être le topic inventory update dont on parlait tout à l'heure. C'est un topic métier. À côté de ça, on a le topic dead letter. Et on a deux applications. Ça, c'est un cas qu'on avait vraiment. On avait deux applications différentes qui consommaient le même topic. Et ce qui se passe, c'est que ces deux applications qui font un traitement différent du message, du coup, ils sont dans deux consumer groups différents. Donc ce qui se passe, c'est qu'à la consommation du message, en fait, chacun va recevoir une version du message. Chaque consommateur va avoir une version du message comme ils sont dans le même consumer group. Et ce qui nous est arrivé, en fait, c'est que ce message, il était buggé. Et là, c'était pas juste la base de données qu'on n'arrivait pas à contacter, c'était vraiment le message en lui-même qui était buggé. Il y avait un problème de désérialisation, en fait, on n'arrivait pas à le désérialiser. Ce qui fait que notre message, vraiment, on n'arrivait pas à le consommer, et c'est pas quelque chose qui allait être transitoire. C'est vraiment ce message est buggé, on ne peut pas le consommer. Donc ce qui se passe, c'est que notre application, elle fait exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à consommer le message. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie le message dans le topic dead letter. L'application B, même problème, vu que le problème il vient du message. Du coup, elle n'arrive pas à le consommer, elle envoie le message dans le topic dead letter. À ce moment-là, on l'a vu, les messages ils sont dans le topic dead letter. Il y a un moment où ils vont être republiés dans les topics d'origine et ils vont être reconsommés par les applications. Mon application A et mon application B, elles vont chacun reconsommer le message qui est dans le topic dead letter, puisqu'en fait elles sont dans deux consumer groups différents. Du coup, chacun reçoit une copie du message. Le message est toujours problématique, ça c'est pas réglé vu que le problème vient du message. Du coup, chacun va aller republier le message dans le topic dead letter. Je pense que je ne vais pas faire 15 tours, vous avez à peu près compris le principe. J'en refais un petit dernier quand même. À la fin, on s'est retrouvé, là, dans mon exemple, avec 4 messages dans le topic dead letter. 4 dans notre exemple, en fait, c'est 2 puissance 2. Le premier 2, c'est notre nombre de consommateurs. On a 2 consommateurs ici. Et le deuxième 2, en fait, c'est le nombre de fois où on essaie de lire 2 messages. Donc là, dans notre cas, on a essayé de le lire 2 fois. En fait, quand nous, c'est arrivé ce problème-là, on avait un peu plus de consommateurs et un peu plus de retry. En fait, on avait 100 consommateurs qui lisaient ça et 10 retry. Ça fait 100 puissance 10, je crois que ça fait 100 milliards de milliards. C'est ça, Mathieu? Je me trompe à chaque fois, 100 milliards de milliards. Ça fait beaucoup. En quelques minutes, en fait, on a généré 100 milliards de messages dans notre topic dead letter et on a mis le cluster Kafka complètement à genoux. Ça a pris, je ne sais plus combien de temps exactement, mais ça a été assez rapide. On s'en est rendu compte assez rapidement et surtout, on avait testé sur le dev avant. Donc en fait, c'est le cluster de dev qu'on a mis à genoux. Mais si c'était arrivé en prod, on aurait bloqué tous les clients. Donc on a bien fait tester avant. La morale de ce truc-là, quand même, qu'on a retenu, c'est que déjà, on a fait un petit fixe qui était de faire en sorte que le topic dead letter, quand on publie dedans, les messages, on stocke quel est le consumer group qui n'a pas réussi à consommer le message. Ce qui fait qu'en fait, au moment où on va essayer de reconsommer les messages quand ils vont revenir dans la dead letter, il y a juste le consumer group qui n'a pas réussi à consommer le message, qui doit vraiment le reconsommer. Sinon, on se retrouve à démultiplier les messages à chaque fois, comme on l'a vu là. Ça, on l'a fait basé sur les headers des messages dans Kafka. En fait, dans les messages, en plus du contenu du message, vous pouvez rajouter des headers, qui sont des sortes de métadonnées que vous pouvez ajouter au message. Et ça peut nous servir justement à stocker le consumer group qui doit reconsommer le message, pour que les autres puissent juste ignorer le message, et qu'on ne retombe pas dans ce problème-là. Et surtout, le truc qu'on a retenu, c'est qu'avec Kafka, en fait, un petit problème, ça peut vite devenir un très gros problème, parce que c'est multiplié potentiellement par le nombre de consommateurs que vous avez, par le nombre de retry que vous pouvez avoir. Donc le moins de petits problèmes, ça peut vite ça peut vite prendre des proportions assez énormes. Mathieu reviendra après sur l'importance du monitoring, mais c'est vraiment important de bien monitorer tout ça si vous voulez éviter de vous retrouver avec 100 milliards de messages par exemple. Donc on a réglé ça, ça s'est bien passé, le fixe n'était pas très compliqué. Et on s'est dit qu'on était plutôt pas mal cette fois, qu'on n'avait plus trop de problèmes, on était assez satisfaits. Il y a juste un truc qui nous dérangeait, et c'est le sujet de la dernière itération qu'on a faite, c'était qu'en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait perdre des messages encore. En fait, le contrat qu'on avait pris au début quand on faisait du Kafka, c'est qu'on voulait être avec une garantie de delivery qu'on appelle at least once. C'est-à-dire qu'on voulait que nos messages, ils arrivent au moins une fois à partir du moment où on les publie. On voulait être sûr en gros de ne pas perdre de messages.
Ils peuvent arriver 2 fois, ils peuvent arriver 3 fois. Ça, on doit juste le gérer côté applicatif et être idempotent quand on les consomme. Par contre, on veut être sûr qu'on ne perd pas de messages et que les messages, quand on veut les publier, ils arrivent vraiment à l'autre bout. Et en fait, on a encore un cas qui ne marche pas super, c'est côté production des messages. Donc si on se concentre sur la partie production, ce qui se passe souvent, c'est que si je prends mon microservice commande, souvent ce qui se passe, c'est que mon microservice, il va d'abord faire une action en base de données, et ensuite il va publier un message. Typiquement, j'ai une nouvelle commande qui est prise dans mon microservice commande, je vais vouloir créer cette commande en base de données, la stocker en base de données, et notifier tout le monde qu'il y a une nouvelle commande. Donc mon microservice, il va se connecter à ma base de données. En général, il va faire un begin pour démarrer une transaction. Il fait son begin, il écrit en base le fait qu'il y a une nouvelle commande, il commit la transaction, et ensuite il va publier le message dans le topic qui dit il y a une nouvelle commande, il faut mettre à jour le stock. Ça, nous, on le gère avec les events post-commit de Spring. C'est-à-dire qu'en fait, on se branche sur des events post-commit pour dire une fois que ma transaction est committée, tu m'envoies le message. Si ma transaction est rollback, tu m'envoies pas le message parce que c'est-à-dire que ma commande n'a pas été prise. Ça marche bien, sauf qu'on a quand même un cas problématique. Si je reviens un peu en arrière, que je me remets dans la situation où je suis en train d'écrire le fait que j'ai une nouvelle commande en base de données. Donc je suis dans ma transaction, j'ai fait mon begin, je suis en train d'écrire ma commande. Et en fait, je commit ma transaction, donc ma commande est en base. À ce moment-là, mon message n'est pas encore parti. Il va partir, mais potentiellement, ce qui peut se passer, c'est que là, ma JVM, elle tombe. Je ne sais pas, j'ai une out of memory, par exemple, ou n'importe quel problème, quelqu'un débranche la prise, hop, ma JVM, elle tombe. Et en fait, mon message, à ce moment-là, il n'est pas encore dans le topic Kafka, et du coup, il est juste en mémoire dans mon producer. Ce qui fait qu'en fait, quand ma JVM va revenir, mon message, il aura disparu. Par contre, ma commande, en base, elle est bien committée. Donc là, en fait, j'ai perdu le fait que j'avais une commande qui avait été créée, qu'il fallait décrémenter le stock. Ça, pour le gérer, on a procédé un peu différemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé... donc je reviens dans la situation où on écrit une commande en base de données. Donc j'ai ma transaction qui est ouverte. Et ce qu'on fait, en fait, c'est que plutôt d'envoyer le message directement dans le topic Kafka, on va l'envoyer, on va le stocker en fait en base de données. Et pour ça, on le fait dans la même transaction que la transaction métier qui écrit la commande. Du coup, quand on commit, en fait, soit on a le message plus la commande, soit on n'a aucun des deux. Mais à ce moment-là, en tous les cas, on n'a pas de perte de données, parce qu'on est sûr que c'est atomique, c'est dans la même transaction. Par contre, là, notre message, il est en base, il n'est pas dans le topic Kafka. Donc derrière, ce qu'on a, c'est qu'on a une autre application qu'on a appelée Transactional Message Manager, qui lui, en fait, va aller lire les messages qui sont en base et va aller les envoyer dans les topics d'origine. Et ça, il le fait de manière assez bête. C'est-à-dire qu'il prend les messages dans l'ordre, il les lit en base, il essaie de les publier dans les topics de manière bloquante, et il ne passe pas au suivant tant qu'il n'a pas réussi à envoyer le précédent. Et à partir de là, il enlève le message de la base une fois qu'il a réussi à l'envoyer. Donc là, grâce à ça, on est sûr qu'on n'a pas de perte de message. Ça fonctionne bien. Ça a quelques avantages. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de perte de message, ça c'est sûr. C'est un deuxième avantage non négligeable, c'est que c'est un système qui ne se base pas sur des transactions distribuées. Je pense que si vous avez déjà fait des transactions distribuées, vous savez que c'est un peu une tannée. Là, au moins, on bosse avec une seule transaction en base de données. Il n'y a pas besoin de les distribuer. C'est quand même vachement plus simple. Par contre, on se retrouve un peu à implémenter une queue en base de données. Globalement, on réimplémente un peu Kafka en base de données, ce qui n'est pas une super bonne pratique en général. Nous, on utilise Postgres, par exemple. Ça pose des problématiques de bloat, ça peut poser d'autres problèmes. Ce n'est pas toujours une super bonne idée. On a une petite perte de temps réel aussi, parce que forcément, les messages, au lieu d'être envoyés directement dans le topic Kafka, ils passent par la base de données, ils repassent par l'application Transactional Message Manager. La base de données n'est pas faite pour faire exactement ça non plus, donc elle est forcément moins performante que Kafka. Donc on perd un peu en perf. S'il y a un conseil qu'on peut vous donner si vous faites ça, c'est d'essayer de garder la logique d'épilage la plus simple possible. C'est-à-dire que le Transactional Message Manager, quand il lit les messages, il doit vraiment juste les lire dans l'ordre, les publier de manière bloquante, et rien faire de plus. Pas avoir de logique d'aller les remettre dans la base s'il n'arrive pas à les envoyer, etc. Parce que vous allez vraiment tomber dans les problématiques d'avoir une queue en base de données avec des locks un peu dans tous les sens et des problématiques assez compliquées à gérer. Donc on est arrivé à ça, et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a en prod. En réalité, on a un peu un mélange de tout ça en prod. Vous l'avez vu, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'on veut rajouter des garanties, que ce soit des garanties de delivery, on va être sûr de ne pas perdre nos messages, ou des garanties de ne pas bloquer les autres clients, ça rajoute de la complexité, ça rajoute des contraintes, et en fait on le fait vraiment au cas par cas. On a des cas où les messages ne sont pas très importants, on peut se permettre d'en perdre de temps en temps, et dans ces cas-là, on fait tout simple, on n'a pas de dead letter, on n'a pas de message transactionnel. On a des cas où l'ordre est important, donc on doit le gérer avec la dead letter. On a des cas où on veut vraiment pas perdre de messages, et on le fait vraiment au cas par cas, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute des garanties, on rajoute de la complexité aussi. Donc en fait, c'est un peu un mélange des itérations 2 et des itérations 3 qu'on a en prod.
Donc globalement, ça ressemble à ça. Je vais laisser Mathieu reprendre la main et vous présenter un peu comment on a industrialisé tout ça. Yes, merci. Tout ce que vient d'expliquer Nelson, bien sûr, on ne demande pas à chaque équipe ou chaque squad de redévelopper, de réimplémenter tout ça. On a développé en interne une librairie. Elle est basée sur le client officiel Java Kafka et elle utilise aussi Spring Kafka. Alors ça permet de simplifier l'utilisation de Kafka. Comme je disais, on a une centaine de développeurs, on ne peut pas demander à 100 développeurs d'être experts Kafka. Donc la librairie permet de simplifier l'utilisation et ça permet aussi d'homogénéiser l'utilisation de Kafka. Avec cette librairie, on a une utilisation cohérente et la librairie donne des garanties en fonction de ce qu'on veut faire, des besoins métiers, en fait, ce que vient d'expliquer Nelson, si on veut du at least once, at most once, etc. Donc ça, c'est quelques exemples de fonctionnalités qui sont implémentées dans la librairie. On a du tracing via les headers, on a le mécanisme de dead letter que vient d'expliquer Nelson, la production de messages transactionnels et aussi tout ce qui est gestion du multi-tenant avec des headers custom Kafka. J'ai mis un petit exemple à droite, c'est l'interface du produceur de notre librairie. Donc il y a 4 méthodes. Ça veut dire que chez Miracle, toute la production de messages dans Kafka elle passe par une de ces 4 méthodes. Et du coup, il faut choisir en fonction des contraintes, des besoins métiers et des contraintes en fait qu'on veut, les contraintes qu'on a. Le premier c'était envoi transactionnel, on peut appeler ça aussi l'outbox pattern, le send after commit qui a expliqué Nelson, un envoi asynchrone qui est très performant, par contre on n'a aucune garantie de délivrabilité du message, on peut perdre les messages de la production, et le send blocking qui lui attend un acknowledgement des brokers. Tout ça, il n'y a pas de magie, c'est basé sur la librairie officielle Kafka. C'est juste que comme ça, les développeurs n'ont pas à se poser la question, ils ne peuvent pas rater des choses quand ils veulent envoyer des messages vers un broker Kafka. Quelques anti-patterns qu'on a pu voir pendant le développement. Au niveau des producteurs, j'ai vu plusieurs fois des développeurs qui voulaient bulker à la place de Kafka, c'est-à-dire qu'ils avaient une liste, par exemple, une liste d'entités à envoyer à produire et envoyer vers un broker, et en fait ils avaient envie d'envoyer la liste dans un seul message. Ça c'est une mauvaise pratique, déjà parce qu'on va créer des messages plus gros pour Kafka, et ça c'est pas forcément une bonne chose. Kafka c'est vraiment un bus d'event, ou on peut voir ça comme un stream d'event de beaucoup de petits messages. Il est très performant s'il y a beaucoup de messages, mais s'il y a beaucoup de petits messages. C'est aussi une mauvaise pratique parce qu'en fait, déjà on va plus bénéficier du partitionnement en fait, qui va distribuer les messages sur plusieurs partitions, ce qui permet à la sortie, quand on consomme, de pouvoir paralléliser la consommation. Et surtout aussi, si on bulk à la place de Kafka, on va, par exemple, si on envoie 100 messages, 100 entités dans le même message, en fait, on va forcer le consommateur à dépiler les 100 entités d'un coup. C'est pas lui qui va pouvoir choisir à quelle vitesse il veut tirer les messages. Et ça, c'est assez important. Parce qu'en fait, le producteur il envoie le message, mais on ne sait pas derrière quelle application va écouter le topic et ce qu'ils vont en faire. Donc, un message, c'est un élément atomique. Alors après, on peut bien sûr regrouper, envoyer des listes, il n'y a aucun problème. Il faut que ça ait un sens fonctionnel, ou faut qu'il y ait vraiment une bonne... faut qu'il y ait une bonne raison, en fait. Donc, comme je le disais, la taille des messages aussi, un autre anti-pattern, c'est d'envoyer des trop gros messages en Kafka, c'est pas fait pour ça. Par défaut, la taille d'un bulk de messages, donc c'est même pas un message, c'est 1 méga, il me semble. Du coup, il faut pas s'amuser à envoyer des binaires dans Kafka, des PDF, des zip, etc. On oublie. La solution, en tout cas ce qu'on fait chez Miracle, il y a peut-être d'autres solutions. On stocke les binaires dans un file storage qui est fait pour ça, par exemple S3, et on envoie un message qui contient l'URL vers le file storage. Et le consommateur fera ce qu'il veut de cette URL, il peut aller récupérer le message, il la stocke. Voilà pour les anti-patterns producteurs. Côté consumer, un autre anti-pattern dont a parlé Nelson, c'est notamment le cas quand on fait des topics où on mélange les payloads. Si on fait ça, on a des temps de traitement qui peuvent être variables d'un message à l'autre au sein d'un même topic.
Et c'est assez important d'avoir un temps de traitement qui est prévisible et homogène au sein d'un même topic. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, par exemple, lorsqu'une boutique est fermée, on envoie un message vers le broker Kafka, et on a des consommateurs qui écoutent ce message et qui vont invalider tous les produits de cette boutique. Ce qui se passe, c'est que si une boutique a 1000 produits, ça va aller assez vite. Par contre, si elle en a 1 million, là, pour le même message, on va avoir un temps de traitement qui va être assez lourd. C'est ça que je veux dire quand le temps de traitement n'est pas déterministe et pas homogène. Du coup, c'est assez important d'avoir un temps de traitement déterministe homogène. Je vais vous montrer ce qui se passe, ce qui nous est arrivé en fait quand on faisait ça. Alors il y a le petit schéma en bas, c'est le même schéma qu'a présenté Nelson. On a un topic à gauche avec 2 partitions et on a un consumer group composé de 2 consommateurs, de 2 consumers, consumer 1, consumer 2, qui écoutent ce topic. Le consumer 1, il a la partition 1 et le consumer 2, la partition 2. Et là on a le message qui arrive. Et ce message, il est extrêmement long à traiter. C'est par exemple, on va supprimer ou on va updater 1 million de rows dans la base de données. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le consumer 1, il va time out. Et en fait, le broker de messages, il va réassigner les partitions aux consommateurs qui sont toujours vivants. Donc le consumer 2. Ce qui va se passer, c'est que le consumer 2, il va lui être assigné à la fois la première partition et la partition 2. Sauf qu'en fait, le consumer 1, il n'a plus la partition 1. Donc en fait, il n'a pas commité le message. Le message Kafka, il va être de nouveau dépilé par le consumer 2. Et le consumer 2 va faire le même traitement. Donc on se retrouve dans un cas où on dépile plusieurs fois le même message. Donc ça, c'est pas forcément grave. Mais surtout, on fait exactement le même traitement et il va jamais aboutir parce qu'on va pas pouvoir commiter. Il va se passer exactement la même chose. Le consumer 1, au bout d'un moment, il va terminer, ou alors il peut y avoir un troisième consumer. Et les partitions vont être assignées au consumer 1 qui va recommencer le traitement. Donc ça, c'est un double problème. Déjà, on dépile plus les messages, en tout cas, on dépile plus aucun message de la première partition. Et surtout, dans notre cas, on mettait une pression énorme sur la base de données pour absolument rien faire. Enfin, faire tout le temps la même chose en réalité. Donc c'est très important d'avoir des consommateurs, que le temps de consommation soit prévisible et homogène. D'où l'importance aussi d'avoir des topics spécialisés, en fait, comme ce qu'a présenté Nelson dans la deuxième itération. Et du coup, quand on crée des consommateurs, il faut faire attention à bien setter les valeurs du max pool intervalle. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le timeout tout à l'heure. Et aussi le max pool record, qui est le nombre de messages Kafka qu'on va récupérer quand on va faire un pool. C'est un bulk de messages qu'on va récupérer. Assez lié à ce que je viens de dire, c'est avoir des topics fourre-tout. Donc ça, c'est ce que disait Nelson. Ça aussi, c'est vraiment pas une bonne pratique. C'est ce qu'on faisait au début chez Miracle. Et le mieux, c'est de faire des topics le plus précis possible par cas métier. Alors après, c'est pas toujours possible. Ça dépend des contraintes qu'on veut. Par exemple, sur l'ordre des messages, des fois, on est obligé de mélanger plusieurs notions métiers dans le même topic pour avoir une garantie de l'ordre des messages. Et du coup, chez nous, on essaie de découper par besoin fonctionnel et on a défini aussi, vu qu'on commence à être beaucoup dans la compagnie, beaucoup à utiliser Kafka, beaucoup d'équipes, on a défini une convention de nommage. Chez nous, c'est le business domain, point la description de la data, donc ça, ça peut être le nom de l'entité, et la classification de la donnée. La classification, ça peut être par exemple une commande ou un message qui représente de la change data capture. Et j'avais mis un exemple, donc chez nous on a catalogue, donc c'est le domaine, catalogue product commande, et ce topic contient plusieurs messages, par exemple update product, delete product. Avant de partir en prod, surtout réfléchissez bien au nombre de partitions, ce qu'on n'avait pas trop fait nous. Sachant qu'on peut redimensionner, on peut augmenter le nombre de partitions d'un topic, ça se fait facilement. Le problème, c'est que quand on fait ça, on perd l'ordre des messages. Donc si l'ordre est important, surtout réfléchissez-y avant de partir en prod, avant d'utiliser réellement le topic en production. Et un conseil qu'on peut donner, c'est qu'il vaut mieux surpartitionner que l'inverse. Sachant que maintenant, avec les versions récentes de Kafka, c'est depuis plusieurs années maintenant, il n'y a plus trop de problèmes d'overhead si on a si on a un grand nombre de partitions. L'inconvénient d'avoir plein de partitions, c'est que quand on veut débugger ou si on veut monitorer, ça peut faire remonter beaucoup de métriques.
Donc si jamais vous voulez limiter facilement, si vous voulez limiter le nombre de partitions, pardon, vous pouvez mettre un nombre qui est facilement divisible. 12, c'est un bon exemple, il a beaucoup de diviseurs entiers, ce qu'on n'avait pas fait non plus. On en avait mis 5, là pour l'exemple j'en ai mis 3, mais ce qui se passe c'est qu'on a un déséquilibre complet au niveau des consommateurs, parce qu'un consommateur au sein du même consumer group, il écoute une ou plusieurs partitions, et les autres se partagent les autres partitions. Donc dans notre cas, dans l'exemple que je viens d'afficher, on a un consommateur 1 qui dépile 2 fois plus de messages que le consommateur 2. Et on a un déséquilibre énorme. En gros, l'application sur laquelle est lancé le consommateur 1 travaille 2 fois plus que le consommateur 2. Autre chose importante aussi à vérifier, encore une fois, si vous voulez avoir des garanties sur l'ordre des messages, mais aussi si vous voulez avoir une distribution homogène au sein des partitions, c'est la clé de partitionnement ou la stratégie de partitionnement. C'est le producteur en fait qui définit sur quelle partition va partir le message. Et du coup, l'idée c'est de mettre en général, on utilise l'algorithme par défaut. Et l'idée c'est de définir une clé de partitionnement. Et il faut que cette valeur permette de répartir homogènement les messages sur les topics, sur les partitions, pardon. Du coup, un pattern qui n'est pas très bon, en tout cas chez nous, c'était pas une bonne idée, c'est de partitionner par tenant, parce qu'en fait, chez nous, on a à peu près 300 clients, après on a d'autres environnements, donc on a beaucoup plus de tenants, et on a des clients qui ont des milliers de produits, d'autres qui en ont des millions. Donc en fait, si on partitionne par tenant, on va avoir encore une fois un déséquilibre énorme à la consommation. Donc les deux points sont assez liés en réalité. Du coup, l'idée, c'est si vous voulez partitionner avec une clé de partitionnement, essayez de mettre une valeur métier ou une clé métier, un identifiant métier ou un identifiant technique. Par exemple, un UID, avec un UID, on a une répartition parfaite. Encore une fois, c'est quand c'est possible. Des fois, il y a des contraintes où on est obligé de partitionner parce qu'on a des contraintes métiers. Ça, c'est les recommandations. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez nous dès qu'on peut. Quelques paramètres de configuration au niveau des producteurs qu'il faut vérifier. On l'a dit, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, chez nous, on essaie par défaut, on est at least one, ça veut dire qu'on garantit qu'un message produit sera consommé au moins une fois. Il peut être consommé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit idempotent au niveau des consommateurs. Et si vous voulez avoir ces garanties, donc nous on garantit at least one, c'est en plus dans l'ordre. Donc si vous voulez absolument que vos producteurs produisent dans l'ordre, il y a un paramètre à définir au niveau des producteurs, c'est le max in flight, il faut le mettre à 1, je le relisterai, je le rafficherai après. Et si vous voulez aussi être sûr de ne pas perdre de message, il faut choisir la bonne stratégie d'acknowledgement au niveau des producteurs. Si vous laissez, je ne sais plus si c'est la stratégie par défaut, il me semble que la stratégie par défaut ne donne pas de garantie en fait. Potentiellement, si vous éteignez un producteur, le message peut être dans son buffer, donc il sera perdu. Et même s'il part vers le broker, si vous n'avez pas la bonne stratégie d'acknowledgement et qu'un des brokers tombe, il n'aura pas forcément répliqué la donnée sur d'autres brokers. Donc vous pouvez aussi perdre des messages. Un dernier point qui est assez évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est le monitoring. Donc, comme pour des requêtes HTTP, il faut ajouter des correlation ID au message. Parce qu'en plus, avec Kafka, on est dans un monde distribué. On est dans un monde distribué, donc c'est assez difficile de débugger. On est dans un monde distribué et en plus asynchrone, donc c'est extrêmement dur de débugger, donc surtout des correlation ID dans les messages. Et le plus important, c'est monitorer le débit de messages produits. Et surtout, encore plus important, il faut monitorer le consumer lag des consumer groups. Le consumer lag, c'est le nombre de messages qui restera traité au sein d'un topic ou au sein d'une partition par un consumer group. Chez nous, on a des dashboards qui ressemblent à ça et qui peuvent lever des alertes. Donc en haut, on monitore la production de messages par minute. Et en bas, on arrive aussi à monitorer le consumer lag par consumer group et par topic, par partition en fait. Si on dépasse par défaut, les règles elles sont changeables au consumer group, mais par défaut, au-dessus de 10 000 messages en retard, on lève une alerte de type warning, et au-dessus de 100 000, on lève une alerte de type erreur.
Donc très important, consumer lag, nombre de messages à traiter d'un consumer, et ça, il faut absolument le monitorer. Et dès qu'il devient élevé, en fait le problème c'est que si on ne le monitore pas ou si on le monitore mal, au moment où on se rend compte qu'il y a un problème, parce qu'il y a des données qui arrivent en retard, c'est trop tard déjà, et c'est très dur à rattraper parce qu'on peut avoir très rapidement des millions de messages à traiter. Aussi un petit conseil, mais ça c'est plutôt évident, c'est que faut considérer Kafka comme une base de données relationnelle, c'est-à-dire qu'il faut s'imposer les mêmes règles. On ne fait pas d'action à la main sur un broker Kafka. Comme pour une base de données, on ne change pas le schéma à la main, on utilise des scripts de migration. Pour Kafka, c'est la même chose. Si on veut créer des topics, modifier la configuration des topics, les supprimer, pareil, il faut utiliser des scripts de migration. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être avec du Terraform ou peu importe, mais surtout, il faut historiser les modifications qu'on a faites, automatiser, historiser, et voilà. Du coup, s'il y a une slide à retenir, si vous avez du Kafka, des choses qu'il faut, je pense, absolument checker. Alors après, ça dépend du niveau de criticité et des contraintes. Si vous voulez du at least once, pas perdre de messages, avoir les messages dans l'ordre. Ça dépend de vous, mais il faut savoir qu'il faut le vérifier. Au niveau des consumers, il y a le max pool interval, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le timeout à partir duquel il y a une phase de rebalance au niveau des consumers. Le max pool record, c'est le nombre de messages que vous allez récupérer au niveau d'un consumer. Là aussi, assez important, il faut le paramétrer en fonction de ce que fait notre consumer, le temps qu'il prend à traiter les messages. Surtout, monitorer le lag des consumer groups, aussi extrêmement important. Et au niveau des producteurs, le paramètre hack, c'est celui qui permet de définir la stratégie d'acknowledgement du broker. Donc c'est un paramètre producer. Ça, pareil, il faut, en fonction de ce qu'on veut, il faut des garanties qu'on veut, il faut bien le paramétrer. Et le max in-flight request per connection, c'est ce qui permet, si on le met à 1, on est garanti que les messages produits, ils seront produits dans l'ordre, ils seront produits dans le bon ordre. Et surtout, vérifier votre nombre de partitions et les clés de partitionnement. Le nombre de partitions, c'est si plus tard vous avez besoin de scaler horizontalement, et les partitions, et les clés de partitionnement, pour être sûr que, encore une fois, si vous voulez avoir des garanties sur l'ordre, il faut qu'elles soient bien définies. Et pour aussi avoir une bonne homogénéité dans la distribution des messages sur les partitions d'un topic. Voilà, c'est tout. Sachez que chez Miracle, on a un blog technique. Si ça vous intéresse, ce genre de sujet, on poste assez fréquemment. C'est miracle.tech. Et sinon, si ça vous intéresse de venir faire du Java, Spring, Postgre, Kafka, on recrute chez Miracle. C'est labs.miracle.jobs. Voilà, merci beaucoup. Et on a le temps de... On a 3 minutes pour des questions. Merci pour la presse. Est-ce que vous aviez pu faire un comparatif avec d'autres outils, je pense notamment à RabbitMQ? Et si oui, quelles étaient les conclusions? Juste répète bien la question, s'il te plaît, pour que tout le monde entende. Est-ce qu'on a comparé Kafka avec RabbitMQ? Oui. C'était il y a un moment. Ce qui était intéressant dans Kafka, c'était le côté persistant. Et c'était, de mon point de vue, plus moderne. En fait, c'est plus récent que RabbitMQ. Le côté persistant est intéressant. Et moi, ce que je trouve assez bien avec Kafka, c'est que la mécanique est assez simple. Et surtout, la configuration. Le broker est assez bête, en fait. La configuration est beaucoup côté producteur et côté consumer. Ce qui fait que quand on a, comme dans notre cas, beaucoup d'équipes avec des microservices, les équipes sont autonomes, en fait. Et elles ont pas mal la main sur comment elles veulent produire, comment elles veulent consommer les messages et le système d'abonnement. Après, je dois avouer que je connais très peu RabbitMQ, mais je sais que cette feature de rétention, enfin de persistance des données, c'est pas du tout la même chose. Je sais qu'on peut le faire. Et en vrai, on a choisi Kafka parce que c'était plus récent. Les perfs sont bien meilleurs que RabbitMQ. Après, ça répond pas exactement aux mêmes besoins. RabbitMQ, c'est plus un bus de messages. Kafka, c'est un flux persistant. Et chez nous, on l'utilise comme un flux et comme un bus de messages, en fait. Voilà. J'espère que ça répond.
Une autre question, on a le temps pour une petite, une ou deux. Non, on fait deux. Il faut essayer de répondre vite. Ok. Je voulais savoir comment vous gériez la partie versionning de vos messages. Est-ce que c'est au niveau du tenant, des partitions, du topic ou des headers? Yes. Alors déjà, chez Miracle, on a une seule version pour... Répète la Ah question. oui, je répète la question. Comment on gère le versionning des messages, du coup des payloads qu'on envoie dans Kafka? Déjà, tous nos tenants ont la même version, donc on n'a pas cette problématique par tenant. Aujourd'hui, on le gère pas très bien. Les payloads sont en JSON. J'avais mis un point dans cette présentation, mais on n'avait pas le temps d'expliquer. On pense donc aujourd'hui pas très bien. On a de la doc, on génère de la doc en fonction d'annotations qu'on met sur nos classes. On essaie d'être rétrocompatible, mais on n'a pas de garantie, il faut faire attention. Mais on réfléchit très sérieusement à mettre du Avro ou un autre schéma registry. C'était un point dans cette presse, mais je pense qu'on a... Donc un schéma registry, clairement, je pense qu'il faut utiliser ça, surtout quand on est beaucoup à utiliser les mêmes topics. Et pareil, passer du JSON à du Avro ou du protobuf, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va faire, c'est prévu pour 2023. Ouais, on va être limité en temps pour la question, donc je vous invite éventuellement à poser des questions aux speakers qui je pense vont se balader aussi dans les confs. Donc on les applaudit, on les remercie. Merci.